Bonjour Monsieur Alain Soral, ravi de enfin poser une question. Je voulais savoir votre avis sur le livre de Francis Fukuyama, La vie de l'histoire et le dernier homme, présenté par Hubert Védrine. J'aurais bien voulu avoir un avis, évidemment, si vous l'avez lu, si vous en avez connaissance du contenu. Voilà, je vous remercie et je vous dis force et honneur et merci à vous. Alors, il me semble que le titre, c'est pas La vie de l'histoire, c'est La fin de l'histoire et le dernier homme. Hein, et c'était un livre phare de l'époque qui correspond à l'effondrement de l'URSS et au règne de ce que Védrine appelle l'hyperpuissance américaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde unipolaire dont on est en train de sortir aujourd'hui. Et effectivement, un type comme Fukuyama, qui n'est pas si japonais que ça, hein, je crois que c'est un auteur américain, même s'il a un nom japonais, avait sorti ce bouquin, La fin de l'histoire ou le dernier homme, qui est quand même censé être un emprunt inversé au marxisme, puisque le marxisme parlait d'homme nouveau et de fin de l'histoire, et prétendait que dans une vision hegeliano-marxiste, on arrivait à la fin de l'histoire quand l'homme était enfin réconcilié avec lui-même, avec la nature, et arrivait à une société qui est en fait une version encore plus poussée, on va dire la version matérialiste de ce à quoi Kant aspirait dans cette société qu'il appelle je crois que c'est la société de la paix perpétuelle ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un peu un livre qui est assez faible, hein, qui est un livre très idéologique, qui dit en fait, on arrive à la fin de l'histoire et la fin de l'histoire, c'est le libéralisme. C'est-à-dire que le libéralisme a triomphé de tous ses ennemis, en réalité du communisme, on va dire, ou de l'épopée socialiste soviétique. Et donc le libéralisme est bien l'expression politique qui correspond à la nature humaine et qui a donc vocation à durer éternellement. En fait, c'est une éternité qui a duré, on va dire, de 1990 à 2008, hein, en gros, première crise des subprimes. Et donc c'est un livre qui est très daté, qui est un livre très idéologique et qui prétendait que après les combats idéologiques qu'on appelait les grands récits, les religions, alors là il y a toute une petite dimension positiviste, hein, c'est-à-dire après les idéologies et les idéologies qui se combattaient, finalement le vainqueur qui en était sorti pour l'éternité, qui était le libéralisme, allait régner éternellement sur le monde. C'est la fin de l'histoire, qui est une fin de l'histoire anti-marxiste, mais en prenant cette même idée cette même conception un peu guerrière et peut-être un peu simpliste de l'histoire, et que ça serait le libéralisme. Alors ça correspond à la séquence de ce que Védrine appelle l'hyperpuissance américaine. Ce qui est intéressant, c'est que cette séquence, on en est en train d'en sortir, justement par la multipolarité, par l'eurasisme, par même ce que Dugin appelle la quatrième théorie politique. Donc ça veut dire que cette éternité libérale de Fukuyama, c'est une éternité qui a duré une petite trentaine d'années. Donc il faut se méfier, que ce soit par la gauche ou par la droite libérale ou la gauche progressiste de gauche, parce qu'en fait le libéralisme est un progressisme aussi, hein, c'est un progressisme de droite, de tout ce qui est idée de homme nouveau ou fin de l'histoire, vous voyez. En fait, il n'y a pas plus d'hommes nouveaux que de beurre en branche, et puis il n'y a pas de fin de l'histoire. L'histoire n'a pas de fin, et l'homme est un peu et malgré des variations et des changements, on va dire relativement à la marge, on l'a constaté ironiquement même avec Nietzsche, avec sa notion d'éternel retour et de volonté de puissance, et reste globalement le même parce que il y a une composante biologico-organique, il y a une certaine constante psychologico-affective, et il y a des variations, on va dire, économico-sociales, donc politiques, mais qui ne sont jamais que le sommet de l'édifice et qui finalement ne le remettent jamais fondamentalement en cause. C'est-à-dire que la conception stalinienne ou la conception américaine du pouvoir, ou même aujourd'hui la conception chinoise du pouvoir, ça consiste toujours à ce que des hommes combattent d'autres hommes avec des procédés qu'on retrouve déjà chez Sun Tzu, voyez. Et là-dessus, on en a un peu rabattu sur les notions d'homme nouveau et sur les notions de fin de l'histoire. Et on en a rabattu avec le marxisme à cause de l'effondrement et de l'échec de l'épopée soviétique socialiste, mais c'est pas une raison pour la ramener de manière tout aussi arrogante et fausse sur l'éternité et la naturalité du libéralisme. Hein. On est en train de constater aujourd'hui que finalement, la dérive de l'accumulation capitaliste qui aboutit logiquement et nécessairement au mondialisme de Davos et au grand reset va finir par s'effondrer, exactement comme s'est effondré l'URSS, symétriquement et simplement avec un décalage de 30 ou 40 ans. Ce qui, par rapport à la longue histoire, à l'histoire de l'homme,
ne peut pas s'appeler ni fin de l'histoire, ni homme nouveau. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, le travail de relativisation a été fait par notamment les gens comme moi qui sont des néo-marxistes. C'est-à-dire qu'on garde ce qui est utile dans le marxisme, qui est un outil de critique du capitalisme comme épopée historique fondée sur la toute-puissance de l'économie de marché. Pour donner une définition à peu près valable, on peut en trouver peut-être d'autres ou la compléter. Donc nous, on a fait le boulot, mais évidemment, les libéraux en face n'ont pas fait le travail symétrique. Ils sont finalement, ils sont quelque part aussi arrogants et aussi naïfs, et ils vont l'avoir autant dans le baba que les marxistes qu'ils ont critiqués pendant des décennies, puisque ça a été leur boulot pendant des décennies de se payer les marxistes. Et aujourd'hui, finalement, ils n'ont plus d'ennemis en face d'eux, mais ils sont devenus de ce fait un peu leur propre ennemi. Il faut que pour reprendre un terme profondément communiste, on va dire, il serait peut-être temps qu'ils fassent leur autocritique. Quant à Fukuyama, je sais même pas qui s'en réclame aujourd'hui. Je sais même pas ce qu'il est devenu. Bon, il a fait un best-seller à l'époque, mais c'était plutôt un livre politique et un livre idéologique qu'un livre de recherche, qu'un livre de pensée profonde. Hein. Je pense que personne ne peut construire une pensée profonde à partir de Fukuyama. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire.